Salut à tous, aujourd'hui on va parler haute cadence. Haute cadence, alors là avec un Mac 11, Mac 11 Airsoft hein, pour les besoins de la vidéo. Et puis de toute façon ce serait très compliqué d'en avoir un authentique, même aux États-Unis. C'est une arme qui s'est peu vendue sur le marché militaire, pas trop, un petit peu vendue on va dire sur le marché civil, mais avec beaucoup de restrictions à l'achat. Vous comprendrez plus tard. Donc, on va parler essentiellement du Mac 10. Le Mac 10, c'est pas le même. Ça, c'est un Mac 11, donc en 380 ACP. À savoir que donc le Mac 10 va être un petit peu plus haut, un tout petit peu plus gros en fait, puisqu'il va manger lui du 45, comme le Colt. Donc une balle qui va être beaucoup plus grosse que le 9 mm. Néanmoins, ça reste exactement la même chose. Je vais enlever le silencieux pour vous le cadrer un petit peu mieux. Voilà, donc là c'est donc j'ai dit un modèle Airsoft de la marque HFC, qui est pas mal du tout au niveau du fonctionnement. Mais les deux bémols que je vais mettre, c'est que il est full plastique, hormis quelques petites pièces métalliques, mais sinon le canon, euh, l'attache sangle aussi qui est métallique, mais sinon le reste est en plastique, enfin ABS. Et la couleur du coup est un peu, voilà, un peu trop brillante, donc il y a un manque de réalisme et une cadence de tir. Alors il faudrait que j'essaye avec d'autres types de gaz, mais qui est en dessous de ce que ferait un Mac 11, voilà, un Mac 11 officiel. C'est-à-dire 1200 coups minute. Là on n'y est pas tout à fait. Je pense qu'on est plus auprès des 1100 coups minute. Voilà, bref, c'est du détail. En tout cas, c'est une bonne réplique accessible, surtout chez nous. Pour plus de réalisme, je conseillerais de passer sur le modèle KSC, qui est un peu plus réaliste. Ils en ont fait en plusieurs versions, en plastique un peu plus épais, et ils ont des kits métal qu'on peut adapter, de façon à avoir quelque chose de très réaliste. Vous avez la crosse qui se déplie en deux parties, donc vous compressez à l'arrière, clac, vous la descendez, et ensuite vous avez un petit bouton en dessous qui permet, ça je parle plus pour le fonctionnement global, donc vous comprenez pourquoi j'ai enlevé le silencieux, et voilà, ça vous permet d'épauler. C'est quelque chose que je n'ai pas montré sur le Uzi, voilà, mais parfois sur cette réplique-là, sur cette arme-là, on se demande un petit peu comment ça peut sortir. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a une crosse dessus pour épauler, parce que effectivement, ça a tendance un peu à partir dans tous les sens si on ne maîtrise pas la bête. Donc, le Mac 10 est né en 1970 par un Américain, Gordon B. Ingram. C'est pour ça que souvent on l'appelle Ingram, Mac 10. À la base, c'est un modèle qui a été produit expressément pour le marché de la guerre du Vietnam. Le Mac 10, ça c'est un Mac 11, hein, je précise, donc le Mac 10 qui est légèrement plus gros, a été construit donc pour la guerre du Vietnam, mais l'entreprise a fait faillite et l'armée n'en a pas pris tant que ça à Monsieur Ingram. Alors pour quelle raison, ça je saurais pas trop vous le dire, à part que c'était pour des novices qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. C'est une arme qui avait tendance à monter énormément. Donc c'était un gros problème. On va parler d'abord des problèmes de sécu et de mécanisme. Donc le mécanisme, ça c'est exactement la même chose que pour le Uzi, mais en beaucoup plus compact. Donc c'est-à-dire que c'est un système à culasse ouverte. Et donc, dès que vous avez déclenché la queue de détente, c'est la culasse et le percuteur qui vont partir en même temps et venir insérer et percuter la cartouche. Ce qui va permettre une grosse cadence de tir euh, encore plus grande que on va dire son grand frère, le Uzi, donc, qui était à 600 coups minute. Et là, sur le Mac 10, on passe à 1100 coups minute, ce qui est déjà beaucoup plus élevé, en 45 ACP. L'avantage du 45 ACP, c'est ce que je disais dans la vidéo sur l'Uzi, qui lui est en neuf,
c'est que le 45, beh, vous pouvez le basculer sur, ou échanger vos munitions avec le Colt 45 qui était en dotation dans l'armée américaine. Donc c'était une munition qui était ultra courante là-bas, qui était facile à permuter en fonction de, voilà, si vous avez plus de cartouches dans votre Mac 10, vous pouviez en récupérer à un collègue qui en avait dans son pistolet automatique, par exemple. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant quand même. Donc le problème du mécanisme, donc culasse ouverte comme le Uzi, ça fait rentrer de la poussière. Si vous voulez être opérationnel, il faut pouvoir actionner la queue de détente rapidement pour réagir à une agression ou autre. Le problème, c'est que ça laisse rentrer la poussière, l'humidité, et puis que en cas de glissade dans la forêt ou quoi, c'était une zone quand même un peu merdique, eh ben, vous pouviez glisser, et là vous enclenchez une rafale si vous êtes en full auto. Cela dit, il y a quand même plusieurs sécurités qui ont été mises en place. Une première, vous pouvez verrouiller la culasse avec ce bouton-là, ce qui empêche de pouvoir raquer la culasse. Et vous avez ensuite la sûreté à cet endroit-là, qui permet de bloquer là, à cet endroit-là la queue de détente. Et ensuite, vous avez le sélecteur de tir qui est ici, semi et full. Si vous partiez en semi, déjà, bon, ça faisait un peu moins de dégâts si jamais vous agrippiez la queue de détente. Voilà, autre problématique induite du mécanisme qui n'était pas vraiment présent sur le Uzi, puisqu'il avait une cadence moindre et une cartouche un petit peu moins costaud. Là, avec le 45, l'arme partait tout à fait en l'air. Alors du coup, ils ont installé ceci, qui permettait d'avoir un front strap, une sangle de maintien avant, qui permettait de maintenir justement le canon vers le bas, après quand même un petit entraînement, en plus de la crosse. Je vais vous la déplier, mais pour vous montrer un peu la situation, vous étiez comme ça, et donc ça vous permettait de maintenir le canon vers le bas, et pour éviter que le tir remonte. Après, pour les personnes qui étaient un peu plus aguerries, vous pouviez anticiper justement cette levée d'armes en commençant par viser en bas, de façon à pouvoir anticiper cette remontée de l'arme plus facilement. Et puis l'ajout d'un silencieux. Alors, il y avait ce modèle-ci qui existait, mais le plus connu, en tout cas pour le Mac 10, c'était le silencieux à double partie. Vous avez une partie épaisse à cet endroit-là, une partie un peu plus fine, qui était beaucoup plus connue, en tout cas qui est plus souvent présent dans les films. Mais le fait d'avoir justement ce silencieux permettait de pouvoir l'agripper plus facilement, également, en plus de rendre l'arme beaucoup plus silencieuse. Ce qui était le cas, puisque sur les Mac 10, donc en 45 ACP, l'avantage de la munition en 45 ACP était qu'elle était facilement silençable, puisqu'elle était subsonique, donc elle est moins rapide que la vitesse du son. L'ogive en tout cas, hein, il faut, quand on parle de poids à ce niveau-là, c'est le poids de l'ogive, puisqu'il n'y a que l'ogive de la balle qui part. Et donc le fait de juste mettre un silencieux permettait de rendre l'arme très très discrète à ce niveau-là, même en full auto. Hein, donc ça c'était intéressant. C'est pour ça que ça va être utilisé par tout ce qui est équipe d'infiltration essentiellement. Donc à partir de 70. Hein. Donc, sachant que la guerre du Vietnam commence bien avant, alors les prémices en 63 et puis après vraiment en 65. Donc c'était arrivé assez tardivement néanmoins. Alors ça va peut-être arrivé assez tôt dans la branche de la CIA peut-être, mais alors, essentiellement donc c'était les scouts, les LRRP, donc les Long Range Patrol là. Ceux qui partaient vraiment en plein cœur de l'ennemi pour faire du renseignement. Donc ils n'étaient pas amenés à forcément faire usage de leurs armes. Mais alors là, l'avantage d'un full auto dans ce type-là, c'était comme je le disais avec le Uzi, le full auto est très peu utilisé sur les armes, peut-être les rafales par 3, on va dire. Mais le full auto était quand même peu utilisé parce que vous aviez tout votre chargeur qui partait et vous n'êtes absolument pas précis. Donc c'est
essentiellement pour les manœuvres de décrochage, pour monter dans un appareil, couvrir un décrochage, couvrir une retraite, on va dire, entre guillemets. Ça permet de faire baisser les têtes en face. Quand vous avez, je ne sais pas combien de cartouches qui partent à cette vitesse, ça impressionne. Donc voilà. Et les seals, on a quelques photos de seals avec. Donc voilà, c'était vraiment des utilisateurs qui avaient des missions très particulières. Et bien souvent, ils n'étaient pas tous avec des Mac 10. Certains avec des Mac 10, certains avaient d'autres armes pour justement pallier à ce problème de polyvalence de l'arme. Parce que vous vous doutez bien qu'avec une longueur de canon comme ça, vous tiriez pas à plus de 50 mètres, hein, largement. Donc ça peut être embêtant en fonction des environnements que vous aviez. Si vous êtes en montagne, par exemple, c'est compliqué d'aligner quelqu'un. Donc c'était vraiment pour des missions très particulières et ponctuelles. Pour préciser, donc le Mac 10, je vous ai dit que c'était 1100 coups par minute. Le M11-9, donc c'est une version 9 mm, donc fait par Ingram, qui a un arrière qui est un peu plus déporté donc en arrière. Vous le reconnaissez un peu comme ça, donc qui lui est en 9 mm. On est à 1250 coups minute. C'est approximatif, hein. Et ensuite, vous avez donc le M11A1 qui lui est censé être à 1500 coups minute. Le modèle Airsoft KSC s'en rapproche, hein. Alors je ne sais plus exactement à combien il arrive, mais c'est très 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 impressionnant. Celui-là est en dessous, hein, comme je l'avais dit. Mais voilà, c'est une réplique en tout cas que j'aime beaucoup, une arme qui est assez présente, on va dire, dans beaucoup de films des années 90, souvent adoptée par les méchants. Alors il me manque un front strap, c'est difficile à trouver en pièces détachées, les sangles avant. Alors après, je pense que n'importe quoi pouvait faire office de sangle aussi, mais comme ils avaient le silencieux, bon, la sangle était peut-être un peu... Le problème, c'est que ça a tendance à faire un peu de bruit, donc je sais pas si ça, ils n'avaient pas tendance à le virer, parce que le bruit en mission, c'est quand même pas pratique. Après, voilà, toujours les mêmes problématiques de la culasse ouverte, qui laisse entrer de la poussière, mais voilà, une arme très intéressante d'un point de vue historique également. Après, c'est quand même bien, la prise en main est pas trop mal, même si vous avez des arêtes très carrées de partout. La possibilité d'actionner le mode semi et full est assez facile avec le pouce gauche. Donc finalement, elle tient quand même plutôt bien en main. Voilà, même la sûreté au doigt là est assez pratique à effacer et à mettre en place. Et la crosse rabattue est assez discrète une fois pliée. Après, on a des organes secs, de la même façon que sur le Uzi, mais qui sont qui donnent une visée très très sommaire. Voilà, donc arme très rustique néanmoins. Elle est même reproduite dans certains quartiers de chez nous, de A à Z, avec de la tôle emboutie. Donc il suffit de vraiment pas grand chose pour fabriquer cette arme-là, qui avait un coût qui était très faible, hein. Je pense que ça devait coûter moins cher de fabriquer des Mac 10 que des Uzi. À voir, parce que c'est de la tôle emboutie aussi le Uzi. Mais ouais, il y avait pas besoin d'un gros savoir-faire pour fabriquer ces petites choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je vous ferai une autre revue d'armes qu'on servit durant la guerre du Vietnam. Dites-moi si ça vous a plu. Et je ferai peut-être des revues spécifiques de répliques d'Airsoft, où là on pourra rentrer un peu plus dans le détail. Je vous dis à très bientôt.